C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la mort d'un jeune militant du MRC, Rodrigue Ndangueo, au niveau du mouroir de Newbel à Douala. C'est terrible lorsqu'on voit les images, lorsqu'on voit son âge, lorsqu'on écoute les témoignages et lorsqu'on voit l'engrenage dans lequel on a fini par le broyer. Rodrigue avait un avenir, mais son avenir avait été bloqué par un régime qui a préféré privilégier les voleurs, les vieillards et ceux qui chantent leurs louanges. Rodrigue était un garçon conscient, modéré, tempéré, obéissant. Jamais il n'y a un témoignage allant contre lui ou le qualifiant comme étant un terroriste ou plutôt violent. Rodrigue était un exemple pour sa famille, pour son entourage, pour ceux de son quartier, pour ses anciens camarades. Il était d'une sympathie sans limite. Et puis, il se disait que avec le MRC, la Renaissance, certainement, les nuages ne seront plus sombres, que son avenir pourrait être beaucoup plus clair et non dans le tunnel où l'homme du 6 novembre 1982 a plongé le Cameroun depuis son arrivée par effraction au pouvoir. Rodrigue a cru que le Cameroun, qu'on lui disait, qu'on chantonnait, que c'était un pays démocratique et de liberté qui pouvait au moins se manifester, qui pouvait au moins marcher, parce que c'est aussi un droit de l'homme. Il n'a même pas eu le temps de marcher que le 22 septembre 2020, il a été arrêté par les bidasses à la solde du régime tyrannique. Torturé, il a été conduit en prison. Et dans cette prison, il a connu toutes sortes de malheurs. Mais jamais il n'a pleuré, jamais il n'a changé de camp ou de cap, étant convaincu qu'il faisait le bon combat. Rodrigue a malheureusement eu le malheur de se retrouver dans cet endroit où l'apéro de Mbanga lui aussi était grand artiste qui avait condamné, qui avait dénoncé le braquage de la Constitution, la violation des droits de l'homme, et où il fut finalement emporté par un poison sans nom qui a fait que ce grand artiste ne soit même pas inhumé au Cameroun, mais qu'il dise dans son testament que ses cendres soient jetées dans le vent aux États-Unis. Rodrigue lui disait, il ne partira pas en exil, il combattra sur le terrain. Et il disait qu'il combattra pacifiquement, sans jamais prendre une pierre, sans jamais détruire un édifice public, sans jamais insulter, mais qu'il devait tout simplement revendiquer pour que les lendemains soient meilleurs, pour que lui aussi, il puisse dire qu'il a apporté une pierre à l'édifice. Fils de rien du tout, il ne pouvait pas avoir un avenir. Son seul avenir, c'était donc en prison. Il faut avoir un cœur de pierre
pour ne pas verser des larmes. Quand on voit un jeune à fleur de l'âge, n'ayant commis aucun impair, mais mourir ainsi en prison, de suite de choléra, cette maladie de l'Antiquité qui ressurgit au Cameroun et qui a établi sa résidence dans nos prisons, dans les prisons de Biya aussi insalubres que des cochonneries. Je l'avais déjà dit pendant le dossier noir du samedi soir, j'avais averti, mais malheureusement, ce régime sourd n'en fait qu'à sa tête et malgré toutes les alertes de la communauté internationale, de l'OMS, qui voyait déjà une épidémie du choléra se répandre, d'abord dans les régions du sud-ouest, à Bouéa particulièrement, à Manfé ou encore, qui a eu à s'étendre à la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, et surtout à Douala, eh bien, les autorités camerounaises n'ont pris aucune disposition, comme par exemple la vaccination. Le choléra pouvait être et peut être vaincu par la vaccination. Les prisonniers sont aujourd'hui dans un foyer où le choléra fait rage. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque déjà en 2020, en août plus précisément, il y avait déjà 66 morts de choléra. Et aussi, en 2021, une autre alerte avait été lancée où on s'est retrouvé avec 62 morts de choléra selon les chiffres du ministère de la Santé et plus de 2400 cas. Aujourd'hui, on ne les compte même plus. Rien que dans le centre pénitentiaire de Newbel à Douala, 5 militants du MRC ont attrapé le choléra et depuis une semaine, ils ne font que pleurer pour supplier au moins d'être transportés dans un centre hospitalier ou de recevoir au moins des médicaments. Que non. On a préféré même plutôt prendre l'un d'entre eux, on l'a enchaîné sur son lit, il l'a maigri, il est déjà comme un fil, voire comme un clou. Rodrigue, quant à lui, qui est entré avec des joues, avec des bras, avec ses pieds, lui aussi, voyez déjà ses joues rentrer de l'intérieur, déshydraté, complètement affaibli. Comme bon nombre de ceux qui meurent en prison, c'est à la dernière minute qu'on a fait semblant de s'occuper de lui. Bref, pour lui dire, c'était l'onction de la fin pour qu'il aille se reposer, pas en paix, mais en enfer. Rodrigue est donc mort pour avoir juste voulu demander à l'État camerounais, attirer son attention que où sont passés les fonds Covid que l'État du Cameroun a eu à bénéficier de la part du FMI et qui constitue un crédit que lui devrait rembourser avec ses enfants. Où sont partis les 200 autres milliards qui ont été toujours alloués par l'État du Cameroun, sortant du trésor public, toujours pour le Covid? Le président Biya, à sa manière, prompt à prendre des engagements qu'il ne tient jamais, avait bien dit pendant le discours de fin d'année que les détourneurs
de fonds publics devrait rendre gorge. Nous sommes au mois d'avril 2022. 4 mois après, personne n'a rendu gorge, malgré le rapport officiel, de sa propre chambre qui avait été saisie pour enfin plonger dans les méandres de ce vaste détournement. Pas seulement ça. Il y avait aussi, et il y a toujours, ce détournement lié à la canne. 2000 milliards partis en fumée, et dont on n'a jamais donné le bilan, puisque le stade de billard lui-même est tombé en friche, abandonné, parce qu'il n'y a plus d'argent, malgré le fait que le Cameroun se soit engagé, se soit endetté de partout à travers le monde. Ce n'est pas Rodrigue qui a volé. Rodrigue a juste voulu marcher, comme partout dans tous les pays où il y a des détournements, pour exiger les comptes. Rodrigue a voulu marcher parce qu'il voulait un Cameroun de paix, et non celui que Biya a fini par créer des guerres partout dans toutes les régions, et surtout les 2 régions anglophones. Les militants du MRC en se levant ou en voulant se lever, à l'instar de Bibounissa, qui lui aussi ne seront pas surpris avec le professeur Foguet, comme nous annonce qui sont morts de choléra en prison, n'avaient qu'une seule idée: demander la fin de la guerre au Nozo dans les régions anglophones. Demander qu'on puisse enfin examiner ce rapport de la Chambre des comptes qui a été produit par Yapadou, envoyé au palais d'études, envoyé auprès du ministre de la Justice, ministre d'État, Laurent Esso. Que de correspondance! Mais personne n'a été puni. Mais ceux qui ont crié aux voleurs, c'est eux qui sont punis. Ceux qui ont demandé qu'on arrête les voleurs, à l'instar de Rodrigue qui devra être décoré, c'est eux qui meurent en prison. Voilà donc notre nation. Les plus lâches vivent longtemps, les plus veulent, les plus voleurs, les plus dangereux, les malfaiteurs, c'est eux qui sont dehors, et c'est eux qui nous mettent dehors. Oui, et ils sont là-bas avec leur pesant d'or et nous disent: vous allez lire l'heure. Voilà le Cameroun, triple champion du monde de la corruption, qui aujourd'hui ne veut plus quelqu'un qui puisse être honnête, une jeunesse qui puisse être consciente, qui puisse revendiquer ses droits, mais qui doit uniquement être comme des wagons derrière des vieilles locomotives, pour les suivre, pour voler et pour applaudir. Ceux qui applaudissent aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont en train de préparer leur mort dans des conditions encore beaucoup plus désastreuses. Parce que eux, dans l'histoire, personne ne pleurera leur sort. On viendra cracher sur leur corps. Rappelez-vous ce que disait Shakespeare. Je cite: les lâches meurent plusieurs fois, mais les courageux ne goûtent à la vraie mort qu'une seule fois. Cette jeunesse devra prendre cet exemple
de courage. Rodrigue est mort. Beaucoup seront découragés et vont utiliser cela comme un prétexte. Que ça ne sert plus à rien de revendiquer quoi que ce soit au Cameroun. Mais, sachez-le, si vous ne revendiquez rien, vous retournerez dans l'esclavage. Il ne restera plus qu'une seule chose, comme vous mettre les chaînes. Qui êtes-vous sans dignité? Qui êtes-vous sans probité morale? Qui êtes-vous sans sensibilité? Qui êtes-vous sans humanité? Rien du tout. Ceux qui font l'apologie du régime, Biya, qui se disent, chacun voit midi à sa porte. Biya écrase tout le monde, y compris son armée, qui aujourd'hui croit être épargnée. Non. Biya, fils de catéchiste, renvoyé du petit séminaire, a transformé le Cameroun en véritable enfer. Et les premiers ennemis de Biya, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, furent des militaires, ou plutôt des gendarmes, des policiers, ceux-là qui étaient chargés de le garder. C'est passé à côté de vous, ce triste anniversaire du 6 avril 1984. C'est passé à côté de vous parce qu'on ne fait pas des morts. On ne fait pas des gens qui ont été zigouillés, assassinés, et qui, aujourd'hui, on n'est même pas capable de retrouver leur corps. Pouvez-vous vous rappeler que c'est le 6 avril 1984 que Paul Biya a massacré beaucoup de nordistes en les accusant de coup d'État? Comme Rodrigue, beaucoup sont morts en prison. Oui. Beaucoup n'ont même pas eu droit à la justice, puisqu'ils ont été exécutés sommairement. Beaucoup n'ont même pas eu droit à ce qui leur revenait de droit, à savoir un avocat commis d'office. Les injustices de Biya, la méchanceté de Biya, les crimes de Biya ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de ce jour où il a décidé de verser le sang des Camerounais et de nous manipuler, de nous fabriquer de fausses histoires qu'on nous a inculquées et que chacun de vous récite tel un chapelet, et pourtant, qui est exactement l'antéchrist. Combien d'entre vous ont des leçons ou plutôt des informations sur les assassinats du 6 novembre 1984? Pourquoi la télévision nationale n'en parle pas? Pourquoi dans les programmes scolaires, on n'en parle pas? Juste, on laisse échapper quelques commérages, quelques fake news pour faire croire que Biya a failli être assassiné. Et c'est pour cela que, eh bien, il a décidé lui aussi d'exiler Amadou Ahidjo. Je reviens sur cette histoire aujourd'hui parce que c'est un anniversaire qu'on cache. On préfère vous dire fête de la jeunesse qui n'existe nulle part au monde. Ça devrait être le deuil du Cameroun. Parce que ce jour-là, tout fut monté comme une sorte de... Ce fut l'offertoire, les sacrifices,
humain avec beaucoup de sang et beaucoup de jeunes qui ont été massacrés. La version officielle qu'on vous donne est que le 6 novembre 1984, un groupe d'officiers pilotés par Amadou Ahidjo avait décidé de prendre le palais et bam! Et il y a eu beaucoup d'échanges, de coups de feu. Et l'armée républicaine, si loyale envers Biya, avait résisté au point où, d'ailleurs, beaucoup se sont dit qu'ils étaient des héros de ce coup d'État qu'ils ont réussi à détourner ou à déjouer. Et on eut des galons et des colonels et des généraux vantant comment est-ce que Paul Biya a été caché dans un bunker et puis comment est-ce que les autres, les méchants venant du Grand Nord, ont été neutralisés. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Biya avait tout programmé. Et que ce qu'on vous raconte, ce sont des mensonges cousus de fil blanc. Je commence. Biya arrive au pouvoir grâce à la bénédiction d'Amadou Ahidjo qui s'en va à 49 ans. Vous le savez bien. Biya naît bien. En 68, c'est Ahidjo qui le nomme. Et d'ailleurs, il devient secrétaire général à la présidence. C'est Ahidjo qui le nomme en 75, Premier ministre. C'est Ahidjo qui change la constitution pour lui donner le pouvoir. Et puis, c'est Ahidjo qui quitte le pouvoir pour passer la main à Biya le 6 novembre. Ahidjo ayant annoncé sa décision le 4 novembre 1982. Ahidjo était soucieux d'avoir un Cameroun où tout le monde s'entend, où il n'y a pas de tribalisme, où il y a l'émulation. Mais qu'est-ce que Biya a fait? Dès qu'il est arrivé, la première des choses, le totalitarisme qu'on voit aujourd'hui, c'est là où il commence. Puisque pendant que Amadou Ahidjo est en 1983 en France pour se soigner, Biya récupère, vole son parti, fait que Ahidjo soit débarqué. L'UNC que Ahidjo a créé devient la propriété de Biya, qui n'avait jamais milité dans un parti politique. Voilà là où commence la préparation d'un coup d'État, puisque après, Paul Biya va débarquer le nordiste, qui aujourd'hui est devenu son partenaire. Que Amadou Ahidjo lui avait dit, pour qu'il y ait un certain équilibre, il faut le laisser voler pour Maïgari, et il va le débarquer comme Premier ministre. Et après, il court. Il fait amender la Constitution. Cette Constitution qui fait donc que le poste de Premier ministre est aboli. Et maintenant, il va s'arranger à ce qu'on fasse une purge des nordistes, et plus particulièrement des Peuls et des Kirdi. Bon, il y avait donc remarqué, tout le monde le sait, qu'autour d'Amadou Ahidjo, il y avait ce qu'on appelait la garde républicaine. Et c'est à partir de là que Paul Biya va dire qu'il doit non seulement faire partir tous les nordistes, ceux qui avaient quelques galons, mais aussi dissoudre la garde républicaine. Les tensions commencent dans l'armée. Et Biya sait très bien que la seule façon de faire une purge, c'est d'annoncer un coup d'État. Il va d'ailleurs annoncer un coup d'État qui n'a pas fait beaucoup écho, puisque tout le monde savait que c'était un montage. Mais néanmoins, il va faire condamner Amadou Ahidjo le 23 février 1984 par contumace
Amadou Ahidjo est condamné à mort. Biya va accuser le capitaine Salatou, un autre nordiste, que c'est lui qui a monté un coup d'État ou une tentative de coup d'État, il n'y a eu ni armes, ni mort. Ça ne passe pas. C'est là où Biya va encore s'entendre maintenant avec non seulement la France, mais aussi son entourage, pour organiser donc ce coup d'État. En fait, cette occasion de la purge, comme exactement il y a eu le génocide au Rwanda en 1994, c'est cette méthode qu'il a utilisée. Le coup d'État, lorsqu'on vous le raconte, vous avez beau être idiot, mais vous allez vous rendre compte que il y a tellement de choses qui sont inventées, qui sont incohérentes, que vous allez comprendre que le cynisme, la malhonnêteté, la méchanceté de Biya sont légendaires. Y a-t-il eu coup d'État? C'est Biya qui va pousser certains jeunes nordistes à travers ces réseaux à envisager un coup d'État. C'est quelque chose qu'on connaissait. Puisque aujourd'hui, même ceux qui sont encore en vie peuvent délier les langues pour dire que tout cela était un montage. Montage pourquoi? Parce que justement le jour du coup d'État, on sera quand même surpris que celui qui était chef d'état-major particulier, Daouda, n'était pas là. On va aussi constater que certains hauts gradés qui pourtant sont impliqués, comme le général Omar Ojam-Yaya, qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais cependant, on va constater que Biya avait fait venir déjà les siens et avait tout programmé. Et dans le coup d'État, que Biya a donc eu à montrer au peuple camerounais et à la communauté internationale, et dont on ne vous parle plus aujourd'hui, sachez que on a eu droit à des coups de feu. Ces coups de feu sont survenus dans la nuit du 6 avril 1984 aux alentours de 3 h du matin, et puis à 3 h 20, les sirènes ont retenti. Je prends juste les témoignages et vous comprendrez comment est-ce que cela est incompréhensible. Je vais prendre les témoignages de ceux qui sont les acteurs et qui sont considérés comme les héros de ce coup d'État. Je commence par le général Pierre Semongue. Dans ses mémoires, et d'ailleurs, c'est Charles Akeba-Yene qui écrit, le général Pierre Semongue, qui était chef d'état-major, raconte que le jour du coup d'État, il était couché chez lui avec son épouse lorsqu'il vit comment est-ce que deux chars étaient en train de se diriger vers son domicile, un venant du domicile du président de l'Assemblée nationale et l'autre venant de je ne sais où, et puis du quartier général. Nous sommes au milieu de la nuit. Hein. Et il dit qu'on a tiré fortement sur sa maison. On a tiré les chars. Tiré. Jusqu'à 8 h du matin. Le général Pierre Semongue n'est pas mort. Sa femme n'est pas morte. Aucun de ses enfants n'est blessé. Ça, c'est son témoignage. Et il dit,
le général Pierre Semenge, que lui, il est parti quand il a vu qu'on est déjà en train de tirer fortement. Il est sorti le matin aux alentours de 8 heures par le trou du ventilateur. C'est là aussi où ses enfants sont sortis. Le général Pierre Semenge. Il est sorti par le trou du ventilateur. Puis il a escaladé. Wow. Et puis il s'est retrouvé dans la voiture, la malle arrière d'une femme, de Madame Mathilde, qui était l'épouse d'un officier. Bref, c'est magnifique. Et c'est là où il a organisé la riposte pour aller libérer Biya. Il vous dit qu'il est allé au palais. Il a dit à Biya, voilà, après avoir tué les mutins et tout, et tout, et tout. Il a dit à Biya, monsieur le président, vous pouvez maintenant sortir, vous êtes libéré. Et Biya, lui aussi, prenait discours, j'ai décidé de dissoudre la garde républicaine. Pourquoi la garde républicaine? Parce qu'il y avait beaucoup de nordistes. Parce que la garde républicaine avait au moins 1500 personnes. Enfin, 1500 personnes, mais l'armée camerounaise comptait 12 000 personnes. Mais le problème de Biya, c'était d'éliminer d'abord les nordistes. Ce qui était autour d'Amadou Ahidjo. Voilà comment est-ce que le général Semenge vous raconte ça. Et finit de vous dire ça, il se tape la poitrine. Maintenant, l'autre témoignage, c'est le colonel, enfin, le général, mais à l'époque, il était commandant de la garde du quartier général, Benoît Asuemane. Qu'est-ce qu'il dit? Benoît Asuemane nous dit que le général Pierre Semenge ne vous mente pas. C'est entre eux. Il dit que c'est lui seul qui a sauvé Paul Biya. Qu'aucun général n'a eu à intervenir. Qu'il n'était même pas là. Je dis bien, là c'est celui qui était le commandant de la GP. C'est lui qui dit ça. Mais son histoire est alors rocambolesque. Seulement, je vous ai dit, lui, il est sorti par le trou du ventilateur. Le trou du ventilateur, avec tous ses enfants. Hein. Aucun de ses enfants n'a été blessé. Tous étaient très blindés. L'autre raconte que lui, il était couché et après, il a vu les chars. Toujours, hein, lui aussi, il a vu les chars venir. Dès qu'il a vu les chars venir, il a dit à son épouse, nous sommes morts. Puis il a vu comment les deux chars ont pointé au niveau de la maison. Il est parti se réfugier dans sa chambre. Il dit que les mutins connaissaient sa chambre. Et il appelle sa chambre, il a baptisé sa chambre la chambre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit que on a tiré. Même pas un morceau de ciment ne l'a touché. Rien ne l'a touché, même pas ses enfants. Et celui qui est devenu général, le général Asso, je dis bien, il faut regarder aussi d'où ils sortent. Hein. Et les gens qui vous racontent la même histoire. Il dit, je suis parti après me réfugier dans les douches. Et là, j'ai dit à ma famille, ne dites pas que je suis ici. Il dit que dès qu'il est parti donc dans les douches, c'est là où il a pris les pouvoirs du Sud. Parce qu'il est proche des Pygmées. Et bam, il est devenu invisible. C'est un général qui vous raconte ça. Il était colonel à l'époque. Il dit qu'il est devenu invisible grâce au pouvoir magique des Pygmées. Il dit que c'est donc après cela que les mutins sont entrés. Ils ont demandé à son frère qui était dans la maison et aussi sa femme, ses enfants. Aussi, personne n'a rien eu. Hein. Il est où?
Et il dit que les enfants et son grand frère ont répété exactement ce qu'il avait dit, que lui, il n'est pas là. Donc on ne l'a pas vu, puisqu'il est invisible à l'œil nu, grâce au pouvoir magique des pygmées. C'est des officiers supérieurs de l'armée camerounaise qui vous racontent le coup d'État. C'est pas mon nom. Je dis, voilà ce qu'ils disent. Et il dit, c'est là où c'est fantastique. C'est-à-dire que même dans les films, je ne sais pas, les films fiction ne peuvent pas vous raconter ça. Il dit qu'il s'est couché au niveau des toilettes, à plat ventre, pendant qu'on tirait. Il s'est endormi. Maman, on peut bombarder votre maison et vous vous endormez. Le colonel Benoît Assoueman, devenu général, dit que il s'est endormi et ça ne s'arrête pas là. Il dit que quand il s'est endormi, il s'est donc envolé et il s'est retrouvé dans son village. Sur la tombe de sa mère, il a vu sa mère qui était morte depuis 1973. Et sa mère a quitté sa tombe pour se positionner sur la tombe de son père, qui lui aussi était déjà mort. Ça, c'est le général hein, qui vous raconte ça. Clairement, il n'a pas vu. Il dit, ma mère m'a salué. Donc, cadavre là. La mère du général Assouet est revenue sur terre pour venir le saluer et lui a dit, là tu parles, puisque tu as prié, parce qu'il dit qu'il a d'abord prié, que Seigneur, toi-même tu sais que c'est toi qui as donné le pouvoir à Paul Biya et non à Ejo. Ce n'est pas Ejo qui lui a donné le pouvoir. Donc, c'est toi seul qui dois protéger Paul Biya en ce moment. Et il dit donc que c'est en ce moment que sa propre mère lui dit, mon fils, Dieu t'a choisi pour aller protéger Paul Biya. Pars, tu vas gagner la guerre là. Le colonel devenu général va encore beaucoup plus loin. Il dit que quand il est revenu chez lui, cette fois-ci il revient à pied. Hein. Il s'est envolé pendant la nuit. Mais il revient à pied, cette fois-ci chez lui. Et quand il arrive, vous vous rendez compte, du sud jusqu'à Yaoundé, le colonel a fait ça à pied en quelques 20 minutes. Il était déjà à Yaoundé. Mince, Superman. Et le colonel dit donc que il est sorti de chez lui avec un pistolet. Il a mis une munition parce qu'il n'avait que 9. Donc c'est avec 9 munitions qu'il a tué tous les mutins. Paul Biya a fait de lui général. Voilà l'histoire qu'on ne vous raconte pas. Et je vous dis, c'est l'histoire officielle que chacun raconte à sa manière. Toujours le 6 avril. Et maintenant, on va vous sortir un autre discours incroyable. Celui d'un héros qui était bel et bien au niveau de la radio nationale et qui a réussi à faire que le discours des mutins ne reste qu'à Yaoundé. Ce monsieur s'appelle Ebili. Il était technicien ce soir-là. Et là, il fait l'erreur. C'est qu'il dit que avant le coup d'État, il était au courant qu'il y aura un coup d'État. Il a 27 ans. Il est simple technicien. Il est du sud, de chez Paul Biya. Et il dit qu'il avait été contacté par des mutins. Donc quelqu'un va faire un coup d'État. Il contacte un technicien, lui dit que tu sais, tu dois accepter de faire le coup d'État avec moi. Un technicien n'a pas d'arme. Il dit, si tu n'acceptes pas collaborer, je vais te tuer. Des semaines
avant, lui, il était au courant du coup d'État. Un technicien radio, hein, il a 27 ans. Il est du village de Paul Biya. Voilà comment il explique que la seule façon, puisqu'il ne voulait pas, il n'a pas pu remonter ça à sa hiérarchie, ni au palais. On vous dit ça, hein? Que ce sera dangereux, on va enlever ceci et cela, qu'il a préféré plutôt enlever sa femme et ses enfants. Il est parti les faire réfugier à Lolodolf. Et il poursuit. Il est devant les caméras, hein, il est content. Il dit que lorsqu'ils sont arrivés, lorsque je suis arrivé, les coups de feu, c'est à 3 h du matin. Mais lui, qui est au courant qu'il y aura coup d'État, il vient quand même au travail alors qu'il entend des bombardements partout pour ouvrir l'antenne le matin. Il dit qu'il est arrivé, il avait vu où Hippolyte Nkenge, les gens Vincent Chideyom qui étaient déjà agressés par des militaires. Donc, il a vu beaucoup de militaires qui étaient là. Mais néanmoins, il est quand même parti. Il savait bien qu'il y avait le coup de mais il est parti. Il dit que les militaires lui ont dit que, allez, mets notre discours. Et c'est là donc où le grand héros a eu à débrancher certains fils pour que le discours ne passe qu'à Yaoundé. Un technicien de 27 ans. Le discours n'est donc passé qu'à Yaoundé. Le discours des militaires, c'est là où les militaires disaient que Camerounaises, Camerounais, que le Cameroun est libre. Nous avons débarrassé le pays de la bande ADA qui vivait de la rapine, du tribalisme, qui voulait s'enrichir. Tout était fait comme si leur opération c'était se remplir les poches et avant de partir. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Ce que les militaires avaient fait comme discours, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ce n'est pas là où je suis. Je suis sur le témoignage. Parce que le peuple a droit à l'histoire. Et je vous laisse le temps vous-même d'aller vérifier parce que je cite des gens qui sont vivants pour qu'ils puissent démentir. Donc, il raconte que aux alentours de 16 h, c'est là où le colonel Samobo va arriver et quelques instants plus tard, le capitaine Aevo, lui aussi va arriver, toujours au niveau du poste national. Entre-temps, les militaires ne sont plus là. Et puis, voilà, le coup d'État s'est terminé et tout et tout. C'est bien. Sauf que dans ce récit, on va constater une chose. C'est que, juste après le coup d'État, ce monsieur est décoré. Médaille de la vaillance par le président Paul Biya. On aurait pu comprendre, puisqu'il dit qu'il a agi seul. Personne d'autre n'est au courant. Mais le comble, c'est que le directeur de la radio, qui s'appelait Coco, lui aussi il est décoré. Médaille de la vaillance. Il n'était pas là. Lui n'était pas là. Il n'était pas au courant du coup d'État. Il y a un ingénieur des Amongoué, dont là il y a la station terrienne, qui était gardée par des militaires de Biya. Lui aussi, il est décoré, mais alors qu'il n'a pas dû intervenir. Quelque temps après, tout ce monde-là va disparaître du circuit. Puisque justement, notre grand héros de la radio nationale sera envoyé en retraite en 1987. Il avait 27 ans quand il y a eu coup d'État en 84. Et il va en retraite en 87. Maman, non, on prend la retraite au Cameroun à 30 ans. Hein, après avoir sauvé Paul Biya d'un grand coup d'État, après avoir réussi à débrancher les lignes, le CDM, comme on appelle là-bas. J'ai été au poste national. À l'époque, j'ai demandé à quelques techniciens comment cette histoire-là peut se faire.
Ils ont rigolé, chacun de son côté, pour me démontrer que c'est des historiettes inventées comme ça pour faire avaler aux Camerounais. Parce que Paul Biya, dans sa mythomanie, a créé des histoires pour devenir un héros et il a fabriqué des super-héros qui ne sont que des oiseaux. La preuve, comment est-ce que vous pouvez comprendre que, à l'instant là, le jour du coup d'État, c'est-à-dire le 6 avril 1984, que nos techniciens radio vous disent que le capitaine Aivo était à la radio. Et pourtant, tout ce que vous lisez dans le coup d'État, qu'est-ce qu'on vous raconte? Oh là là! Aivo, qui était capitaine à l'époque et qui est aujourd'hui général, qui est chargé de la DSP, donc la direction de la sécurité présidentielle. On va vous dire que voilà l'homme qui a sauvé Paul Biya. Quand les militaires sont arrivés, ils ont défoncé le barrage, ils avaient des armes lourdes, et tout, des hélicoptères et tout. Aivo a pris Paul Biya. Il est parti avec lui dans le bunker. Il a désarmé certains qui étaient là, qui ne voulaient pas aller batailler, et hop. Qu'est-ce que c'est lui qui a conduit Paul Biya au bunker? Mais il était avec Paul Biya au bunker, le chef de l'État qu'il protégeait. Déjà, est-ce qu'il devait être là, au bunker, ou même au palais? Puisqu'on vous dit bien que ce soit le chef d'état-major, que ce soit tel, ou même le directeur de la DSP, c'est eux qui devaient s'occuper des Biya. D'où sortait Aivo des Anciaux, un anglophone? Et comment est-ce qu'il abandonne Paul Biya au bunker? Là, il y a les combats. Pour aller à la radio, là, il n'y a pas de combat. Voilà donc tout cet amalgame de mensonges qu'on a fait avaler aux Camerounais. Et le pire est à venir. C'est qu'on va vous dire que, tout dit, dès que la sirène a retenti, à 3h20, les combats étaient violents. Et il y a eu beaucoup de morts. En fait, nous avons donc voulu aller voir qui était de garde, qui a fait ces combats. Mais dans les enquêtes, on retrouve quelques survivants qui ont été même mis en prison, qui, curieusement, disent qu'ils n'ont jamais fait de combat à cet instant-là au palais. C'est-à-dire qu'il y avait 6 personnes, 6 gardes, à la porte du palais, dans la nuit du 5 au 6 avril. Il y avait 6. Et ils étaient sous la supervision de Abili, le capitaine Abili. Et curieusement, ils ont pris le service à 13h. Et à 19h, on vient relever leur chef, sans leur dire. Abili disparaît. Et on vient avec quelqu'un d'autre qui ne connaissent pas, qui commence à faire des tours dans le palais. L'un d'entre eux, qui fait des témoignages, qui est vivant au Cameroun, j'ai dit je ne prends que des vivants. Il s'appelle Zoulouma Ousmaïla. Il était gendarme-major. Et dès qu'ils étaient là, ils n'ont pas vu tout ce qu'on nous raconte là, que 2 chars avaient cassé le portail. Ils n'ont pas vu. Lui, il était là. Il n'a jamais vu ça. Et c'est tout simplement qu'il avait entendu des tirs qui étaient loin. Et par la suite, il a demandé qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Et comme il a vu que c'était quand même suspect et qu'il y avait un nouveau chef qui était arrivé à 19h, lui, il était parti fermer le tunnel qui entre chez Paul Biya, dans sa résidence privée. Mais il dit qu'il a été surpris que subitement les gars de la DSP, ils arrivent, ils les mettent tous par terre. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. On les désarme. Il n'y a pas eu de combat. Après, on les conduit. Après 24 heures, qu'ils soient restés là au palais, à Maracadas. Je crois que c'est là où se trouve le GSO. C'est de là qu'on va les jeter en prison.
ni combat, ni rien. Et c'est en prison qu'on vient les interroger. Que oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi, tu n'as rien vu, tu n'as... On dit, mais attendez, vous connaissez le colonel Saleh, puisqu'on disait, c'est le colonel Saleh qui a organisé le coup d'État. Et d'ailleurs, le colonel Saleh n'y était même pas au courant. Il n'était même pas au courant de ce coup d'État-là. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Camerounaises, Camerounais et Africains. Lorsqu'il y a des montages aussi gravissimes à la tête de l'État, pour faire une purge, on doit dénoncer ça. Il ne faudrait pas qu'on le fasse quand Paul Biya ne sera plus là. Il faut qu'on explique cela aux Camerounais, ce qui s'est réellement passé, puisque ces gars ont été traînés devant la justice sans avocat. On demande, par exemple, à Zurma Ousmaïla, que mais, tu dis que tu as fait quoi? Il dit que moi j'ai constaté ceci, j'ai constaté cela, nous étions 6. Et je suis parti voir aussi celui qui était, de la police, dans le groupe, qui était là, le patron. Je lui ai dit que mais, est-ce que notre chef a eu un malaise à Billy pour qu'il soit remplacé? Il m'a dit lui-même, il ne comprend rien. Et on lui a poursuivi. Il dit, bon, après, moi, je vous ai dit que j'ai fermé l'accès qui entre chez le président. C'est là où le juge Ananga, écoutez aussi le nom du juge, c'est Ananga. Ananga lui dit, pardon, tu as enfermé le président, donc tu voulais l'attraper comme une souris. Allez, 10 ans de prison. C'est comme ça qu'il se retrouve en prison. Je devrais vous dire que 2 gouverneurs nordistes avaient été arrêtés. Issa Chiroma, qui aujourd'hui chante la gloire du gouvernement, il avait été arrêté. Parce que je crois qu'il avait occupé un grand poste de responsabilité à l'époque au secrétariat général à la gendarmerie. Il avait été arrêté. Bref, toutes les élites avaient été arrêtées. Un jugement expéditif, sans avocat. Et surtout, il y a eu beaucoup de morts. À l'occasion de ce 38e anniversaire des massacres, je devrais au moins demander au régime de dire au peuple camerounais où sont enterrés ces gendarmes nordistes, où sont enterrés les policiers. Je vous rappelle que jusqu'à présent, le gouvernement Biya n'a jamais dit que ces gens ont été exécutés. Mais dans des rapports, ils admettent que 48 personnes ont été condamnées à mort. Mais ils ne disent pas exécutés. Ils ont été exécutés immédiatement, nuitamment. C'était la première vague. Ils ne donnent même pas de nom. Toujours dans leur histoire, là, il y avait des règlements de compte. Là, il fallait faire la purge. Avant de les arrêter, selon les observateurs indépendants, il y a eu au moins 500 nordistes, officiers et personnalités qui ont été tués. Le régime Biya avait donné aux yeux du monde entier un bilan de 74 morts et 1053 arrestations. Sauf que ces gens, non seulement beaucoup ont été condamnés à mort, ils ont été exécutés dans 2 endroits et enterrés en brousse, sans sépulture.
Ils n'ont pas eu droit à une justice. Beaucoup de soldats nordistes, policiers, en jeune âge, qui n'ont jamais rêvé de faire un coup d'État, ont été exécutés dans les bosquets de Mbalmayo et de Fou. On a creusé des tombes, on les a jeté des corps. Un génocide. Le régime n'en parle pas. Quelques noms que jusqu'à présent, les familles continuent à chercher. Parce qu'officiellement, le régime Biya vous dit qu'il y a eu 265 gendarmes portés disparus. Mais ils sont partis où? Ils ont été exécutés. Dans un coup d'État. On tue tout le monde. Ces gens qu'on nous a présentés comme des vrais assassins, s'ils étaient vraiment des assassins, alors qu'ils étaient regroupés dans un petit mouvement JOS, et que d'ailleurs ils ont été poussés à la faute parce que tout le monde savait ce qu'ils étaient en train d'organiser contre eux. Ils étaient combien? Selon les chiffres officiels, 700. Mais avec des personnalités, plus de 1000. Comme ça là, effacés. S'ils étaient méchants, n'auraient-ils pas tué les prisonniers qui sont partis lorsqu'ils ont quand même, comme on dit, c'est le régime qui le dit, qu'ils ont fait des prisonniers, qu'ils ont eu à conduire au Bili, au quartier Obili, et qu'ils les maintenaient? Pourquoi n'ont-ils pas exécuté ces prisonniers? Par exemple, la famille Asso, Benoît Assoeman, qui était justement le commandant du quartier général. Mais il dit que toute sa famille était prise en otage. Lorsqu'on a dit à son grand frère, lève-toi, on t'amène, et que son grand frère devait venir se soigner en France, est-ce qu'on a tué son grand frère? Non. Est-ce qu'on a tué ses enfants? Non. On avait pris le délégué général de la Sûreté nationale, qui est toujours là, Martin Bargangele. Mais le général Assoé m'a dit qu'il pilotait les opérations avec le ministre André Tchungi. André Tchungi, tantôt, il dit non, ce n'était pas ça, on m'a pris, moi-même j'étais prisonnier. Finalement, mais ils n'ont tué personne. Mais regardez comment ils ont été assassinés. Je vous lis quelques noms. Abelela, Abaya, il était capitaine. Il a été exécuté le 1er mai 1984 en Balmayo. Abali Ibrahim, capitaine. Le capitaine que je vous ai dit, quand il était revenu le matin, à 7 heures, alors qu'il n'était pas là, on l'a relevé. Quand il revient le matin, la DSP lui dit, tu n'entres pas. Et après, on va l'arrêter et on va l'exécuter. Abou Katil, il était sergent. On dit qu'il s'est suicidé. Comment pouvait-il se suicider en prison? Et encore que je vous dis, selon les chiffres officiels, 25 personnes sont mortes en prison, en détention, de suite de malnutrition. Ils n'avaient même pas d'eau à boire, pas de médicaments. Après avoir été sauvagement torturés, parce qu'ils devaient signer des procès-verbaux où ils ne reconnaissaient pratiquement rien. On venait juste leur dire, signez ça, admettez que vous étiez dans un coup d'État qu'ils ne connaissaient pas. Aboubakari Limangana, il était maréchal de logis, chef. Lui, il a été assassiné, tué le 1er mai 1984, enterré dans un bosquet en Balmayo. Alioum Amal, il était adjudant-chef. Amadou Aladji Taou, il était maréchal de logis, chef. Amadou Aminou, il était lieutenant. Amadou Sadou, il était capitaine. Awalabassi, il était capitaine. Baoumarou,
il était capitaine. Dama Wassou, il était lieutenant. Djida Djibril, il était capitaine. Dongue Etienne, il était maréchal de logis. Dourandi Mathieu, il était lieutenant. Amadou Houlde, il était maréchal de logis. Hamza Paul, il était lieutenant. Aruna, il était lieutenant. Ilou Ousmane, il était adjudant. Issa Adoum, d'ailleurs, vous connaissez, c'était le directeur général du Fonader. Le Fonader, il n'avait aucune arme, rien. Le Fonader qui marchait très très bien. Commande de René, maréchal de logis. Malik, il était lieutenant. Marquissan Saïdou, il était sergent. Mekandi maréchal de logis chef. Ngomna, il était lieutenant. Lou Adamou, maréchal de logis. Oumarou Yoronge, lieutenant. Ousmanou Gaïnil, maréchal de logis. Saleh Ibrahim, le colonel. Voilà. Sali Oumarou, adjudant. Sambo Etienne, maréchal de logis. Séou Touré, adjudant. Soulem Gournois, lieutenant. Yaya Adoum, sous-lieutenant. Et d'ailleurs, c'est ce Yaya Adoum qui avait lu le discours au niveau de la radio. Et puis, il y avait Zebobé Eli, lieutenant. Et puis, il y avait les condamnés à mort exécutés en fou les 15 et 16 mai 1984. Vous vous rendez compte, hein? Il y a eu le coup d'État en avril, on exécute déjà directement en mai. À quel moment vous faites appel? Pas d'appel, rien. Voilà. Banamo, il était gendarme. Il a été tué le 15 mai, assassiné le 15 mai 1984 en Fou. C'est lui qui a ouvert le bal. Avec Dalil Mouyal, qui était adjudant-chef. Il y avait Dalandi Maïtourari, maréchal de logis, chef. Cela, c'est à partir du 16. Le 16 mai 1984 en Fou. Il y avait Damno Blaise, maréchal de logis, chef. Il y avait Djibrila Boussa Adji, gendarme. Kaska Al-Kalao, gendarme-major. Ousmane Moussalbe, maréchal de logis. Trapon Philippe, gendarme-major. Et puis condamnés à mort qui ont été exécutés aussi à Yaoundé. À Yaoundé, cette fois-ci. Aftadé Isaac, il était maréchal de logis. Et là, nous sommes déjà un peu plus loin. C'est le 9 août. Le 9 août. Parce que c'était par vague. 9 août. Ça, c'est ceux qui ont été exécutés le 9 août. Et d'autres même en juillet. Comme par exemple, je vous lis quelques noms parce que je ne peux pas tout lire. Soué Thomas, qui a été exécuté le 1er juillet. Yaya Omar, lui, il était d'ailleurs un civil. Il a été aussi exécuté en même temps et tout ça. Voilà. Beaucoup sont morts en détention, comme je vous ai dit, que je ne peux pas citer. Tous ces noms-là, c'est énorme. C'est énorme. Je ne peux pas citer tous les noms. Mesdames et messieurs, nous sommes là devant quelqu'un qu'on prend comme un ange, Paul Biya. Est-ce que quand vous avez vu des gens faire des coups d'État, même au Gabon ou ailleurs, est-ce que vous avez vu autant de morts, autant d'assassinats? C'est une purge contre une partie du peuple camerounais. Le tribalisme, c'est Biya qui l'a amené. Ce tribalisme aujourd'hui qui nous détruit. Ce tribalisme aujourd'hui qui fait de telle sorte que on regarde des Bamileke, on regarde des Aoussa, que les Bamileke regardent tel autre. C'est Biya qui a créé cela à partir du 6 avril. Il avait dit que Amadou Ayidjo était dans le coup d'État. Le gars d'autrui, il avait seulement dit que mais si j'étais dans ce coup d'État-là, les miens allaient le gagner. Ils allaient réussir. Ce coup d'État qui a donc été un prétexte et qui a mis le sang sur le Cameroun. Quoi qu'on dise, aussi longtemps que ça va rester, il y aura un jugement. Jugement parce que l'histoire ne s'oublie pas, ne s'efface pas. Vous n'avez pas voulu fêter ce triste anniversaire du 6 avril. Mais le
demain, ceux qui ont été des acteurs, même à titre posthume, seront condamnés.